Juventus-Liverpool, c'est pour ce soir. Il y aura 58 000 spectateurs et 400 millions de téléspectateurs. Cela doit commencer dans 3 quarts d'heure au stade du Heysel. L'ambiance sur place, évidemment, est déjà survoltée. 19h. Subitement, l'on sent que tout peut basculer lorsqu'un fanatique brûle, au milieu des supporters anglais, un drapeau italien. C'est le virage, le début d'un autre match. Des fusées vont être lancées sur les spectateurs italiens. Véritable scène invraisemblable, incroyable aujourd'hui en Europe au cours d'un match de football. Et bah bonjour à tous mes petits B, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler du drame de Heysel qui est survenu il y a 38 ans jour pour jour, le 29 mai 1985 au stade de Heysel à Bruxelles, donc aujourd'hui le stade Roi-Baudouin, et désigne une bagarre généralisée et un mouvement de foule ayant entraîné la mort de 39 personnes ainsi que 465 blessés. Le drame a lieu à l'occasion de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions de 1984-1985 entre Liverpool et la Juventus. En mai 1985, le Liverpool FC est la meilleure équipe de football en Europe. Vainqueur de 4 des 8 éditions de la C1, le club vient à nouveau d'atteindre une finale et cherche à défendre son titre acquis l'année précédente contre l'AS Rome. Une fois de plus, il est opposé à une équipe italienne. De son côté, la Juventus a été le finaliste malheureux de la Coupe d'Europe 1983 et le vainqueur de la Coupe des Coupes en 1984. Elle comprend dans ses rangs la majeure partie de la Squadra Azzurra, championne du monde en 1982 et l'un des meilleurs joueurs d'Europe, le triple ballon d'or en 1983, 84 et 85 et champion d'Europe 1984, le français Michel Platini. Plus tôt dans l'année, en janvier, Liverpool s'est incliné 2-0 à Turin en finale de la Super Coupe d'Europe contre la Juventus. Ce match se joua en une partie et non en aller-retour à la suite d'un accord entre les deux présidents de club. L'année précédente, coïncidence, la finale entre Liverpool et l'AS Rome avait lieu au Stadio Olimpico à Rome, Liverpool remportant le titre après une séance de tir au but. Après le match, des bandes de supporters de la Roma avaient assailli ceux de Liverpool, les obligeant à rebrousser chemin jusqu'à leur hôtel. Beaucoup de fans avaient été attaqués, battus et blessés. La presse romaine scandalisée titra que ce n'était pas seulement une réaction à la suite de la défaite, mais que les fans de la Roma avaient apporté des armes dans leur voiture avant le match en vue de les utiliser après le coup de sifflet final. Radio City, la station de radio locale de Liverpool, avait aussi fait directement l'expérience de cette violence. Alors que beaucoup de supporters de Liverpool se faisaient attaquer par les gangs de fans de la Roma aux abords du stade, les conducteurs de bus craignaient d'être attaqués, avaient refusé de faire monter les fans de Liverpool dans leur bus. Beaucoup de fans qui se virent refuser l'accès au bus trouvèrent alors refuge à l'ambassade britannique. Néanmoins, un conducteur se porta volontaire pour prendre des supporters anglais dans son bus à travers la ville, déposant les gens dans leurs hôtels respectifs. La police montée se posta à l'avant et à l'arrière du bus pour le protéger. L'équipe de Radio City présente dans le bus interviewa les fans qui avaient été blessés et battus. Cette poussée de violence n'a pas eu d'écho en Angleterre, au contraire de l'Italie.
À l'époque, des hypothèses prévoyaient qu'après les événements de Rome en 1984, les hooligans anglais mettraient de côté leur rivalité lors de la finale en 1985 et chercheraient à prendre leur revanche. Des rumeurs existaient selon lesquelles beaucoup de groupuscules les plus célèbres d'Angleterre seraient là-bas. Le mercredi 29 mai au soir, plus de 60 000 personnes doivent assister à la finale dans l'enceinte du stade du Heysel à Bruxelles. Les conditions de sécurité et de confort sont mauvaises et en raison de nombreuses failles dans le système de contrôle, plusieurs milliers de fans sans billets ont transformé l'enceinte en boîte à sardines. Les fans des Reds sont massés dans le bloc X et Y, tandis que le bloc Z voisin comporte de nombreux supporters tifosi italiens. A l'origine, ce bloc devait être occupé par des Belges neutres, mais les billets qui ont été mis en vente par des tours opérateurs privés ont fait que beaucoup de sympathisants de la Juventus y trouvent place. Les deux blocs sont séparés par des no man's land d'une quinzaine de mètres. Avant le match, un match entre deux équipes infantiles U12 est organisé, l'une portant un maillot blanc et l'autre un maillot rouge. Selon une enquête réalisée par le programme Undertiden de la NTR et de la VPRO, les supporters de la Juventus et de Liverpool prennent vite parti pour l'une et l'autre équipe. Lors de la première mi-temps de ce match, l'équipe rouge marque 3 buts sous les hurrahs des supporters anglais. En deuxième mi-temps, un but marqué par l'équipe jouant en blanc est célébré par les supporters de la Juventus, ce qui va entraîner une réaction d'agacement des supporters anglais. Vers 19h10, plus d'une heure avant le début de la rencontre et précisément après le but de l'équipe jeune jouant en blanc, la tension entre les supporters des deux clubs monte d'un cran. Se traduisant d'abord par des insultes et des jets d'objets divers, des fans de Liverpool vont charger quelques instants après en direction des gradins du bloc Z où se trouvent de nombreux tifosi italiens. Quelques gendarmes postés dans un couloir de séparation entre les deux groupes sont rapidement débordés. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, depuis 2001, la gendarmerie n'existe plus, a été remplacée par la police fédérale, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, et ça, vous le savez. L'essentiel des forces de l'ordre belges se trouve alors à l'extérieur du stade, bien que les incidents fussent insignifiants en ville. Vers 19h20, une centaine d'Anglais envahit les tribunes des Italiens. C'est ce qu'on appelle une prise de tribune typique de la culture hooligan. Sous la poussée, les Italo-Belges, qui n'ont pas l'habitude de ces pratiques réservées jusqu'à là aux îles britanniques, reculent et se replient vers l'autre extrémité de la tribune, causant une bousculade. En bas des gradins, des portes donnant accès à la pelouse sont fermées. Les forces de police présentes sur la pelouse repoussent même des spectateurs qui tentent de fuir par la pelouse. Le piège est en place. Les grilles de séparation et un muret s'effondrent, des dizaines de personnes sont piétinées et le bilan est lourd. 39 morts au total, dont 32 Italiens supporters de la Juventus, 4 Belges, 2 Français et un Nord-Irlandais. Les tifosi de la Juve, fighter en tête, qui suivent les événements de la tribune opposée, tentent alors d'envahir le terrain afin d'aller en découdre avec les fans anglais. La police belge intervient et évite de peu l'affrontation directe. Un fan italien exhibe même un pistolet et le pointe en direction des policiers. Les télévisions de l'Europe entière diffusent ces images en direct. La télévision suisse romande avait une équipe de tournage au cœur du drame. Vers 21h30, les capitaines des deux formations lancent un appel au calme. Quelques minutes plus tard, les équipes entrent sur le terrain. Selon l'UEFA, un report du match aurait risqué de raviver la violence. La Juventus l'emportera sur un score d'1-0 marqué par Michel Platini sur penalty accordé pour une faute commise par Gary Gillespie sur Zbigniew Boniek, alors j'espère avoir bien prononcé les noms, près d'1 mètre en dehors de la surface de réparation. À la fin du match, les joueurs de la Juventus font un tour d'honneur que ne comprennent pas les tifosi. En fait, ils agissent à la demande de la police belge qui utilise ce laps de temps pour évacuer rapidement les supporters anglais. La coupe sera remise au club italien en privé dans un couloir du vestiaire.
À la suite du visionnage des cassettes de caméra et à dénonciation, 26 supporters britanniques sont inculpés de coups et blessures volontaires avec préméditation. 3 Belges, 2 des officiers de gendarmerie responsables du maintien de l'ordre, le major Michel Canzier et le capitaine Johan Mathieu, ainsi qu'Albert Roussen, l'ex-secrétaire général de l'URBSFA, sont inculpés pour homicide involontaire comme auteur et co-auteur. Le procès du Heysel s'ouvre le 17 octobre 1988 au tribunal correctionnel de Bruxelles. Un an plus tard, le 28 avril 1989, le verdict du tribunal tombe. 14 supporters britanniques sont condamnés à 3 ans de prison avec 18 mois de sursis et 60 000 francs belges d'amende, soit 1487 €. 11 autres supporters sont acquittés, le plus souvent au bénéfice du doute. Albert Roussen est condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 30 000 francs belges d'amende, soit 744 €. Johan Mathieu a 9 mois de prison avec sursis et a également 30 000 francs d'amende, et Michel Canzier est acquitté. Le bourgmestre de Bruxelles et la direction de l'UEFA ne sont pas inquiétés. La cellule de gestion de la crise en place au ministère de l'Intérieur était alors gardée par Philippe Pignolet. Le procès en appel en 1990 confirme les sanctions, aggrave les peines des hooligans et condamne le secrétaire général de l'UEFA, Hans Bangerter, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, à 3 mois de prison avec sursis et à 30 000 francs d'amende. En octobre 1991, les pourvois en causation des parties civiles sont rejetés. Les montants des indemnisations avoisinant les 250 millions de francs belges, soit 6,2 millions d'euros, est réparti entre l'État avec 42,5%, l'URBSFA qui a également 42,5% et l'UEFA qui a 15%. La justice belge condamne lourdement les autorités responsables pour avoir autorisé la tenue d'un match dans une enceinte vétuste. L'ancien secrétaire général de l'Union belge de football, Alain Courtois, évoque même de la corruption au sein de la FIFA. L'UEFA, dans la foulée, met en place toute une batterie de normes strictes avec obligation des places assises et prive pendant 3 ans tous les clubs anglais de participation en Coupe d'Europe. La durée sera finalement prolongée de 5 ans après de nouveaux incidents impliquant des supporters anglais lors de l'Euro 88 en Allemagne. Liverpool est interdite de Coupe d'Europe pendant 10 ans, peine qui sera finalement réduite à 6 ans. Il faudra toutefois attendre la tragédie de Hillsborough en 1989 pour voir mise en place en Angleterre une politique cohérente relative à la sécurité et au confort des spectateurs. En France, c'est le drame de Furiani en 1992 qui conduira l'UEFA à édicter des obligations de la configuration optimale des tribunes de stade, notamment pour celles destinées à la réception de rencontres professionnelles. Pour des matchs de niveau professionnel, les sites doivent être entièrement équipés de sièges alors que des zones de place debout sont autorisées au niveau junior et amateur. Les sièges de fortune ou provisoires ne sont pas admis. En Belgique, la loi football est votée en 1998 afin de sécuriser les stades de football. Celle-ci est modifiée en juin 2018. Depuis, le stade de Heysel a été rénové et rebaptisé Stade Roi Baudouin. Michel Platini a toujours refusé d'y revenir. Il a été critiqué par certains journalistes pour avoir, après son pénalty, hurlé sa joie malgré les circonstances dramatiques, ce qu'il a répondu « Ceux qui me reprochent cette joie n'ont jamais marqué un but de leur vie ». Il a expliqué ultérieurement qu'il avait complètement occulté les morts alors qu'il se concentrait sur le match. Pour commencer, l'écrivain français Laurent Mauvigné a basé ce roman polyphonique Dans la foule, les éditions de Minuit en 2006 sur le drame du Heysel. Ensuite, la chanson Miss Maggie de Renaud a été composée à la suite de Bernard Werber, donc mentionne le drame dans la diagonale des Rennes. Donc le drame aurait été provoqué volontairement par l'une des protagonistes du roman dans le cadre d'une action terroriste de IRA afin d'éliminer une cible de ce
groupe. Donc voilà pour la vidéo sur le drame du Jesel. Donc j'espère que vous avez appris sur cette tragédie. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.